23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ce mardi à Paris. Le président de la République Alassane Ouattara prenait part à cette cérémonie. À ses côtés, le protecteur du prix, Henri Konan-Bédié. Le gouvernement apporte son soutien aux victimes des pluies diluviennes qui s'abattent sur Abidjan ces derniers jours. Près de 500 millions de francs CFA dégagés pour soutenir les populations sinistrées. Le rapatriement volontaire des Ivoiriens également d'actualité ce soir. Une mission ivoirienne était récemment au Libéria où elle a rencontré les autorités du pays. L'ancienne maire de Lampedusa et l'ONG SOS Méditerranée, tous deux lauréats 2017 du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La cérémonie de remise a eu lieu ce mardi à Paris. C'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On fait le point avec Jérôme Kofi Abola. Pour le siège mondial de la culture, à savoir l'UNESCO, quoi de plus normal que d'entamer cette cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix par une action culturelle à travers cette chanson d'Emma Chaplin. Toute chose comme pour soutenir la grande émotion des récipiendaires au moment de la réception de leur prix. Et c'est donc l'occasion pour la représentante de l'ONG SOS Méditerranée, l'une des co-lauréates avec l'ancienne maire de Lampedusa, Giyosi Nicolini, d'exprimer sa gratitude en indiquant que cette récompense constitue un encouragement à toujours redoubler d'ardeur pour aider des personnes en détresse. Cette distinction nous encourage et nous aidera concrètement à poursuivre notre mission vitale. Sauver, protéger et témoigner tant que cela sera nécessaire jusqu'à ce que la Méditerranée redevienne un espace d'échange et de paix. Avant l'attribution des prix à leurs destinataires, plusieurs personnalités se sont succédées pour des allocutions en vue des félicitations et encouragements à l'égard des récipiendaires. Le président Henri Konan-Bédié, protecteur du prix, le faisant à saluer la présence constante du président de la République Alassane Ouattara à cette cérémonie avant de traduire le sens de ce prix conformément à la volonté de feu le président Félix Houphouët-Boigny pour la promotion de la paix. Monsieur le Président, votre présence constante à nos côtés témoigne de votre engagement résolu en faveur de la paix, la sécurité et le bonheur des populations ivoiriennes. Le choix des récipiendaires de l'édition 2017 du prix Félix Houphouët-Boigny se veut un exemple. Il nous rappelle qu'il ne faut rien oublier de nos valeurs de solidarité, du respect de la vie et des droits de l'homme. Elles sont inscrites dans le passé et se perpétuent dans le présent pour nourrir le futur d'une sève insatiable de paix. C'est pourquoi la référence au président Félix Houphouët-Boigny, infatigable apôtre de la paix, ne saurait être un simple rappel à l'enjeu même de cette cérémonie qui nous rassemble. C'est dans ce sanctuaire qui incarne la sauvegarde du patrimoine mondial de l'humanité qu'a été instauré en 1989 le prix qui porte son nom. Il nous revient alors de le protéger, ce patrimoine de sauvegarde universelle, dont il est un socle sacré de rayonnement au service de la paix. Chacun de nous, dans son fort intérieur, a pour devoir de deviner l'horizon et de chercher à s'interroger sur les périls aux facettes nouvelles dans la construction de la paix. Le président Alassane Ouattara a lui aussi rappelé la mémoire du premier président ivoirien, source intarissable d'inspiration pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Je félicite les membres du jury pour la pertinence du choix porté sur les lauréats de cette année 2017,
à savoir Mme Giuseppina Maria Nicolini, ancienne maire de Lampedusa et de Linosa, ainsi que les mouvements européens SOS Méditerranée, deux symboles d'engagement fidèles à l'esprit du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a ensuite insisté sur le rôle que doivent jouer des décideurs face à la question migratoire. Le défi que constituent les flux migratoires non régulés nous interpelle tous et appelle à davantage de solidarité. Comme je l'ai souligné récemment devant le Parlement européen à Strasbourg, la gestion de la crise migratoire nécessite un engagement de tous les instants, aussi bien des pays de départ, des pays de transit que des pays d'accueil. À cet égard, il importe notamment pour les pays africains d'agir dans la durée et sur l'ensemble des facteurs à l'origine des flux migratoires, notamment, il faut le dire, les conflits, la pauvreté, le chômage, le changement climatique, mais aussi le déficit de liberté et de démocratie dans de nombreux pays. Les pays d'accueil doivent aussi mettre en œuvre, en concertation avec les pays de départ, des mécanismes de gestion des flux migratoires qui tiennent compte du respect de la dignité humaine et des valeurs de solidarité. Il a enfin saisi l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'admission de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Malgré les crises que la Côte d'Ivoire a traversées, mon pays a toujours su préserver sa tradition d'hospitalité, de solidarité et de paix, chère au président Félix Houphouët-Boigny. C'est dire que l'immigration n'est pas une fatalité. Les efforts de la Côte d'Ivoire, reconnus par la communauté internationale, ont valu à mon pays d'être élu au Conseil de sécurité des Nations unies au début de ce mois. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour remercier tous les États membres des Nations unies pour le soutien qu'ils nous ont apporté à l'occasion de cette élection. C'est dans un esprit d'ouverture et de coopération que la Côte d'Ivoire exercera son mandat au sein du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019 à compter du 1er janvier 2018. En recevant ce prix pour l'édition 2017, l'ancienne maire de Lampedusa, Giusi Nicolini, et l'ONG SOS Méditerranée succèdent à l'ancien président français François Hollande, primé pour son rôle déterminant dans la crise malienne. Comme lui, ces deux lauréates ont chacune reçu une enveloppe, un diplôme et une médaille. Giuseppina Nicolini, lauréate du prix 2017, Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Qui est-elle? Qu'est-ce qui lui a valu cette distinction? Élément de réponse avec Michel Digré. À 56 ans révolus, les valeurs humaines et le courage de Giusi Nicolini sont reconnus en Italie et partout dans le monde. Surnommée la Lionne pour son combat en faveur des migrants, cet engagement a précipité sa défaite aux récentes municipales italiennes, mais a sans doute pesé dans la balance dans sa désignation comme lauréate du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'ancienne maire de l'île de Lampedusa s'est investie ces dernières années contre vents et marées dans la défense des droits des migrants. Elle les reçoit lorsqu'ils arrivent entassés dans des embarcations de fortune. Chaque jour, l'Iconini accueille ces rescapés traumatisés, organise leur survie sur l'île, note le nom des noyés, mais aussi et surtout tente de mobiliser les autorités italiennes et européennes pour trouver de réelles solutions. Pour elle, il faut ouvrir des couloirs humanitaires, car plus personne ne doit mourir pour avoir tenté de vivre. Sensible à l'action de Nicolini, le Saint-Père se rend à Lampedusa en 2013 et lance à ses côtés un vibrant appel à la solidarité. Symbole de l'accueil des migrants, Giusi Nicolini a également obtenu en 2016 le prix Simone de Beauvoir
prix de la liberté de la femme. Un écologiste convaincu, son second sacerdoce est la lutte pour la protection de l'environnement. Et avec Sidonie Davela, voyons à présent les actions de l'ONG SOS Méditerranée, également lauréate du prix qui porte le nom du premier président de la Côte d'Ivoire. SOS Méditerranée est une association civile de sauvetage en haute mer créée en 2015 dans un élan de société civile européenne mobilisée face à l'urgence humanitaire en Méditerranée. Il s'agit d'un projet d'abord franco-allemand puis italien, alliant les compétences du monde maritime et de l'humanitaire pour apporter une réponse à la tragédie qui se déroule en mer Méditerranée. Le 7 mars 2016, les équipes effectuent leur premier sauvetage à bord de l'Aquarius au large des côtes libyennes. 74 naufragés, 64 hommes et 10 femmes, parmi lesquels 16 mineurs entassés sur un bateau pneumatique. En un an d'opération en mer sans interruption, du 7 mars 2016 au 7 mars 2017, les équipes de SOS Méditerranée ont assuré 73 sauvetages et 24 transbordements, soit près de 100 opérations en pleine mer, au cours desquelles 13 991 personnes ont été recueillies et assistées à bord de l'Aquarius. 83% sont des hommes et 17% des femmes. 24% d'entre eux sont des mineurs, dont 83% d'entre eux sont des enfants ou jeunes non accompagnés. Les pays d'origine des rescapés sont essentiellement ceux d'Afrique subsaharienne, avec 2 grandes zones de provenance, l'Afrique de l'Ouest, Nigeria, Guinée, Gambie, Ghana, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, et la Corne de l'Afrique, Érythrée, Somalie, Soudan, Éthiopie. Cependant, lors des derniers sauvetages, ont été dénombrés de plus en plus de rescapés originaires du Bangladesh, de Syrie, de Libye, du Pakistan ou de Palestine. L'action de SOS Méditerranée ne se limite pas à l'espace maritime. En France, l'association est présente à terre à travers une équipe d'une centaine de bénévoles qui s'attachent à sensibiliser le grand public et les plus jeunes à la situation en Méditerranée, à obtenir le soutien et à élargir la notoriété et le rayonnement de l'association. Et malgré l'assistance de toutes ces bonnes volontés aux migrants, le phénomène se poursuit. Plus de 8000 migrants ont été secourus au cours de ces dernières 48 heures en Méditerranée. Notez que le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés enregistre plus de 2000 personnes qui sont mortes ou portées disparues, ce depuis le début de l'année, en tentant de traverser la Méditerranée. Ici, en Côte d'Ivoire, le vice-président de la République a échangé aujourd'hui avec l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire le renforcement de la coopération entre les 2 pays au cœur des échanges. Awa Touré. Après 20 ans de coopération fructueuse avec la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud veut amorcer une nouvelle étape dans les échanges économiques et commerciaux. Le nouvel ambassadeur d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, pour sa première rencontre avec le vice-président de la République, depuis la présentation de ses lettres de créance il y a 4 mois, a fait le point sur les projets d'investissement de son pays en Côte d'Ivoire. Les relations avec l'Afrique du Sud, avec la Côte d'Ivoire, c'est une relation très loin. Les discussions, c'est avec l'économie, éducation, sciences, technologie, culture. Une chose très importante pour les 2 pays, c'est la jeunesse, avec l'opportunité pour la jeunesse, la création d'emplois, l'échange culturel, pas seulement culturel, mais une vraie discussion sciences, technologie. Plusieurs de compagnies, c'est dans le domaine des transports, le transport lagunaire, aussi pas seulement pour acheter le bateau ici, mais l'année prochaine, c'est créer une compagnie ici pour la construction de la bateau ici en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur d'Afrique du Sud a par ailleurs indiqué que la Côte d'Ivoire offre plusieurs opportunités de formation aux étudiants sud-africains, notamment dans le domaine de la statistique. Je vous conduis à présent à Sassako,
Begnini. C'est un village situé à environ 14 km de Jacquesville. Le nouveau chef de ce village s'est vu remettre samedi dernier ses attributs. La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général de la présidence. On en parle avec Pargassero Kone. Ce fauteuil royal inoccupé est celui de Ake Ewi, nouveau chef de village de Sassako Begnini, village situé à environ 14 km de Jacquesville dans la région des Grands Ponts. Obligé de s'installer dans cette chaise ordinaire. La raison, Ake Ewi n'est pas encore intronisé. Confirmé et reconnu par les pouvoirs du chef de terre, puis présenté aux populations, Ake Ewi peut enfin jouir de ce fauteuil, mais pas avant ses attributs de chef. Le gros pain-kita, la canne de commandement, le chasse-mouche, les parures, la chaussure et la couronne royale. Il est ensuite investi par les chefs des grandes familles Tando et Talambo. Quand j'étais le président des jeunes, j'ai fait beaucoup de choses dans ce village et le village même m'a aimé et la population m'a aimé. En plus, c'est de cela qu'ils ont voulu que je sois le chef pour pouvoir développer ce village. Cérémonie d'intronisation qui s'est faite en présence des autorités administratives, des guides religieux, du maire de la commune de Jacquesville, par ailleurs, fils du village, et en présence du secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Que le nouveau chef donne l'exemple de la courtoisie et de la fermeté dans la gestion de son village. On prie Dieu que la sagesse l'habite pour qu'il puisse conduire son village au développement. Célébrer aujourd'hui de façon traditionnelle, selon nos us et coutumes, l'intronisation d'un chef, c'est célébrer notre culture et c'est puiser à nos sources. Pour cela, cette cérémonie est très importante. La population du village de Sassako Begnini entend accompagner leur chef dans sa mission. On a un nouveau chef, nous voulons l'union. Il faut que la population accompagne le chef à sa mission. Je suis vraiment contente pour l'intronisation du chef. Ça nous manquait. On va l'accompagner jusqu'au bout. À cette occasion, le secrétaire général de la présidence, après avoir reçu plusieurs présents de la part des cadres et des populations de Sassako Begnini, a été intronisé Nana Neban et fait partie désormais de la génération Wowo. Marié et père de 11 enfants, le nouveau chef de Sassako Begnini, Aka Ewi, a lui aussi reçu de nombreux présents de la part des populations et des autres chefs venus le soutenir. Je vous le disais en titre, le gouvernement apporte son soutien aux victimes des pluies diluviennes qui s'abattent sur Abidjan. Ces derniers jours, près de 500 millions de francs CFA ont été dégagés pour soutenir les populations sinistrées. La ministre Mariatou Kone a procédé hier à la remise des enveloppes. C'était à Cocody, Gobelé. On y va avec Issa Yeo. 447 millions de francs CFA. C'est le montant global de l'enveloppe dégagée par le gouvernement pour soulager les victimes des pluies diluviennes. Des pluies qui ont fait plusieurs morts, 43 blessés et plus d'une centaine de maisons détruites sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu des pluies diluviennes, puis des inondations qui malheureusement ont causé beaucoup de dégâts, des pertes en vie humaine. Jusqu'à hier, on en était à 20. Des blessés, jusqu'à hier, on en était à 43. Et puis des dégâts au niveau des maisons détruites. Et donc symboliquement, c'est la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire d'apporter sa compassion et le réconfort aux victimes. Pour soulager les victimes d'Abidjan, l'État a débloqué 500 000 francs CFA par décès dans chaque famille, 40 000 francs CFA pour permettre à chacun des blessés pour les soins. Les victimes des maisons détruites comme celle de Yopouon-Koprim n'ont pas été oubliées. Chacune d'elles a reçu la somme de 300 000 francs CFA pour se reloger. Avec le soutien que nous a soutenu au début jusqu'à aujourd'hui, je vous te remercie beaucoup. Vraiment, on est satisfait. Mais on a eu un mal, mais vraiment, on est satisfait. On croit que vraiment qu'ils pensent à nous. Vraiment, on les remercie beaucoup. On ne peut que leur dire merci. Merci, ça ne peut pas réveiller le corps, les morts, mais vraiment, ça réconforte. La ministre Mariatou Kone a saisi l'occasion de cette cérémonie pour lancer un appel. L'homme peut se mettre à l'abri, l'homme peut se protéger. Et donc, il faut que les personnes qui sont dans des zones à risque puissent partir de ces zones-là pour éviter
le pire. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, après Abidjan, va se rendre dans les jours à venir dans les villes de l'intérieur du pays, touchées par les fortes pluies pour traduire la compassion du gouvernement. Le rapatriement volontaire des Ivoiriens, également d'actualité. Une mission ivoirienne était récemment au Libéria où elle a rencontré les autorités de ce pays pour évoquer le sujet. Notez qu'à ce jour, le Libéria compte environ 10 000 réfugiés. Alexis Oudraogo. Le ministère de l'Éducation nationale est partie prenante de la mission de rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens encore au Libéria. Pour son représentant, il est important de rassurer ces populations quant à l'avenir de leurs enfants dans le système éducatif ivoirien. Nous avons mis en place une plateforme d'insertion avec le Sahara qui nous permet donc de faciliter l'insertion de ces élèves dans le système scolaire ivoirien. Au niveau du primaire, l'intégration est systématique, c'est-à-dire qu'un enfant qui est rapatrié donc du CP1 au CM2, il intègre systématiquement son école. Des dispositions saluées par les autorités libériennes au cours de la séance de prise de contact et de travail avec la délégation. L'autorité du comté GD, lui-même ancien réfugié dans la ville de Guiglo, a réaffirmé l'importance pour un réfugié de retrouver sa patrie. Those that will want to be here, they will get integrated because we have been looking at them. The history tells us that our background is from the Ivory Coast, and so the coffee that they left behind, so that they try to work around it because the security in the Ivory Coast is guaranteed. Des propos salués par la délégation. L'on est mieux chez soi, c'est le discours qu'ils tiennent et nous espérons que les efforts conjugués vont nous permettre d'avoir un résultat significatif en termes de retour massif de nos... Ce mardi, les premières rencontres en cours avec les réfugiés du camp Pitipi. Plus de 6 000 Ivoiriens y sont encore répertoriés. Non loin du Libéria, du côté de la Côte d'Ivoire, donc dans l'ouest du pays, les femmes du Guemon et du Cavali ont reçu il y a peu la visite de la ministre Anne-Désirée Ouloto, fille de la région. La ministre Anne Ouloto était allée parler à ses sœurs de paix, gage de développement. Evoué. Guiglo, place Félix Houphouët-Boigny. Elles sont venues des départements du Guemon et du Cavali, ces femmes de toutes tendances confondues, répondant à l'invitation de la ministre Anne-Désirée Ouloto, fille de la région du Cavali. Au menu de cette rencontre, le maintien de la paix et de la cohésion sociale dans les régions du Guemon et du Cavali, deux zones qui ont tant souffert des crises de la Côte d'Ivoire. S'adressant à ces femmes, Anne-Désirée Ouloto les a exhortées à être des apôtres de paix en tout temps et en tout lieu. Soyez des femmes de paix. Soyez des femmes de paix. Partout où vous irez, soyez des femmes de paix. Aimez la paix, aimez la joie, aimez la vie, aimez l'entente, aimez la solidarité, aimez la fraternité. Un message qui fait déjà écho. Le fait même de rassembler les femmes, ça démontre qu'il y a la paix à Guiglo. Ça démontre que nous sommes tous réconciliés ici. Vraiment, l'acte qu'elle a posé, c'est grand. Ça a vraiment touché notre cœur pour l'entente, pour la cohésion sociale. Nous voudrons vraiment la paix. Nous prions pour le développement du Guemon et du Cavali. Et toutes les voix sont unanimes en matière de développement. La ville de Guiglo, porte d'entrée de la région du Cavali, a grand besoin d'un pont neuf. Démarrage ce mardi des épreuves orales du baccalauréat général et du baccalauréat artistique. Plus de 242 000 candidats sont concernés. Astou Touré était sur le terrain pour prendre le pouls de cette première journée. Ce mardi 27 juin, les épreuves orales du baccalauréat général et du baccalauréat artistique ont débuté. Au lycée Sainte-Marie de Cocody, personnel d'encadrement et élèves, tous ont répondu présents et les épreuves se déroulent dans le calme. Ce matin, depuis 7 heures, nous sommes dans le centre. Si nous faisons un point rapide, tout le monde est présent au niveau du secrétariat, au niveau même du centre d'examen. Les candidats sont là, les forces de l'ordre sont là aussi et les interrogateurs sont sur place. Dans cette salle, des élèves qui attendent leur tour de passage. Nina en fait partie. Nous sommes en train de bosser pour mon LV2 qui est espagnol.
Dans une autre salle, ce professeur d'espagnol reçoit sa première candidate. Pour l'instant, c'est ma première candidate qui a été interrogée et pour l'instant, ça se passe bien. Dans ce lycée, les élèves qui présentent les bacs H1, H2 et H3 sont aussi présents. Leurs épreuves initialement prévues hier se tiendront finalement aujourd'hui du fait du jour férié. Il y avait aussi les épreuves de dessin qui étaient prévues pour aujourd'hui. Donc, c'est prévu de faire les épreuves orales le matin et de refaire les épreuves de dessin le soir, l'après-midi. Notre spécialité, nous avons le djembé, la technique vocale, le solfège. Et c'est ce que vous allez faire demain? Demain, jeudi, vendredi. Ces épreuves orales prendront fin ce samedi 1er juillet. Suivront les épreuves écrites le lundi 3 juillet. Cette année, plus de 240 000 candidats sont attendus au baccalauréat, toutes séries confondues. Et les épreuves écrites du brevet de technicien de l'enseignement professionnel ont également débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. À Daloa, dans le Haut-Sassandra, ce sont 442 candidats qui sont aux prises avec les épreuves. C'est ce que nous dit Konaté Ngana qui était sur le terrain. Les candidats à l'examen du brevet de technicien de l'enseignement professionnel ont commencé les épreuves écrites ce mardi matin. Et c'est au CBCG de Daloa que les premières épreuves ont été lancées par le préfet des régions. 442 candidats composent dans 14 salles en raison de 31 candidats par salle. L'ambiance était plutôt calme avec la présence de tous les examinateurs ainsi que des élèves qui planchaient sur la première épreuve. Nous avons l'épreuve de technique d'expression et je trouve le sujet très abordable. Je pense que ça peut bien aller pour la composition. En tout cas, le sujet est très abordable parce que pas du combat pour l'accès des filles à l'éducation. Les candidats au baccalauréat général ont aussi mis le pied à l'étrier ce mardi avec la phase orale. Candidats et examinateurs sont à la tâche. Sir, here the son want to marry one girl, but the father don't want. He take one girl to give his son. Et ce candidat m'a beaucoup impressionné. Vous avez entendu, il a 14 ans, très jeune, mais il a bien compris le test et s'est bien exprimé. Les candidats sont face aux examinateurs dans les disciplines comme le français, l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Ces épreuves orales s'étendront jusqu'au vendredi 30 juin prochain. Quant aux épreuves écrites, elles sont prévues pour se tenir du lundi 3 au vendredi 7 juillet. Tout autre chose à présent, la société ivoirienne de raffinage, la CIRS, teste son dispositif anti-incendie. Il s'agit d'une manœuvre qui consiste à combattre un sinistre majeur, ce avec la collaboration de renforts extérieurs. Exercice sur place suivi pour vous par Chris Demondé et Patricia Omouetia. Vridi, il est 9h. Une fuite enflammée de gaz butane a provoqué un incendie. Un véhicule à proximité avec à bord 4 passagers croise le nuage de gaz et s'enflamme. Les détecteurs d'incendie se déclenchent. Le poste de commandement est en alerte. 9h50, les sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie, le SAMU et d'autres entreprises de secours arrivent sur le lieu de l'incendie. Nous sommes à la société ivoirienne de raffinage. Ceci est une simulation pour tester le dispositif sécuritaire de l'entreprise. On a enregistré au niveau de notre sphère S3 une fuite de butane. Donc cette fuite de butane a dérivé jusqu'au boulevard de Vridi où le nuage de butane qui a été formé a été enflammé, a été allumé par un taxi. Donc le feu évidemment s'est propagé jusqu'à la raffinerie, à la sphère S3, enflammant au passage un camion citerne qui était stationné le long du boulevard de Vridi. L'objectif de cet exercice est bien d'entraîner nos équipes et au-delà d'entraîner également la collaboration entre nos équipes et les renforts extérieurs, notamment le groupement des sapeurs-pompiers militaires, le SAMU, la police, la gendarmerie, ainsi que tous les partenaires et acteurs dans la zone portuaire, de les entraîner à intervenir, à développer les réflexes, de sorte que lorsqu'on est en situation réelle, ce qu'on ne souhaite pas, en situation réelle d'incendie, ces acteurs puissent intervenir efficacement et limiter les dégâts. Cet exercice de simulation a pour thème « Fuite enflammée de gaz suivie d'une détonation ». Cette 31e édition a permis de regrouper plus de 200 intervenants composés de militaires, paramilitaires et de civils.
Et vous le verrez en image, le commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessi, a fait le point des activités du tribunal militaire d'Abidjan depuis le début de l'année. 124 dossiers impliquant près de 800 policiers et gendarmes. Le procureur militaire a annoncé l'ouverture des poursuites de 6 gendarmes impliqués dans l'assassinat des agents de pompes funèbres en mission à Ara. Ils ont été déférés ce matin. Et puis hors de chez nous, 8 soldats tchadiens tués et 18 blessés lors de violents combats contre des djihadistes de Boko Haram. Et ces soldats tués faisaient partie de la force régionale créée par les pays riverains du lac Tchad, le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad, donc engagés dans la lutte contre Boko Haram. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure.